Bonsoir tout le monde, merci d'être venu. C'est un sujet qui est vraiment d'une grande importance. Je dis toujours, on a un stand Terre de Liens ici dans la Marjolaine, et je dis toujours à tous ces gens qui passent, vous allez acheter de nourriture, mais arrête un peu ici chez nous, parce qu'il faut d'abord acheter la terre, autrement on n'a plus de nourriture tout à l'heure, ce qu'on cherche. Donc c'est un rôle, ça commence avec la maîtrise de la terre. Faire une agriculture durable, faire des produits sains et écologiques, c'est tout c'est bio, etc. Ça commence avec une maîtrise de la terre. Et là, ce soirée, on va changer de pratiques et des bons exemples à une analyse plus générale d'un contexte même mondial, parce ici, on a vu 3 petites fermes en France, où on peut dire pas de paysans sans terre, pas de terre sans paysans. Je crois que ça c'est la réalité chez nous. Mais il faut bien voir que la réalité ailleurs est encore pas toujours comme ça, et il faut absolument mettre des choses comme ça dans un contexte beaucoup plus grand que national, européen, mais c'est une question mondiale. Et c'est pour ça on veut revenir, comme je disais, sur des exemples. Parce que une chose c'est clair, on voit beaucoup de films et de reportages sur comment les grands multinationales et fonds d'investisseurs simplistes ou cupides sont en train de s'accaparer des énormes surfaces dans le monde. Mais si on montre ça, il faut toujours dire, mais regarde là, des gens sont en train d'inventer quelque chose qui va dans un autre sens. Et c'est souvent ça qui manque. Et on veut aujourd'hui d'abord donner la parole à Michel Merlet, qui est le directeur de l'association Acter. Et Acter s'occupe avec une analyse de situations foncières dans le monde. Dans son contexte historique, dans son contexte économique d'aujourd'hui, et c'est un travail d'un petit groupe de bénévoles avec quelques employés, mais c'est un travail qui est vraiment d'une grande importance, et c'est la base d'une vraie réflexion sur le foncier. C'est pour ça que je suis très content qu'il est là, et on a actuellement le nouveau numéro de Nature et Progrès. Il y a un article de Michel là-dedans, et il y a aussi un article de moi. Ça se complète assez. Mais Michel, il a plus une vue plus mondiale. Alors on commence avec lui. Bonsoir à tous. Ça marche? Oui? Très bien. Bon. Alors, écoutez, moi c'est un peu compliqué de savoir comment je vais commencer. Peut-être vous dire un tout petit mot d'Acter par rapport au titre de l'intervention. Là, on nous a demandé d'intervenir sur un sujet, pas de terre sans paysans et pas de paysans sans terre. Moi, mon histoire personnelle, elle a commencé il y a longtemps, quand j'étais jeune ingénieur agronome, avec l'aventure de la réforme agraire au Nicaragua. Et donc cette histoire des paysans sans terre et des mesures pour pouvoir redonner de la terre aux paysans, j'ai un peu commencé ma réflexion sur le foncier, donc il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans, donc en Amérique centrale, sur ces questions-là. Alors, à l'époque, c'était encore une question qui était abordée quand la FAO avait commencé l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation avait été fondée. La redistribution des terres, la réforme agraire faisait partie de son mandat, d'un de ses mandats fondamentaux. Et petit à petit, ces choses-là sont devenues de moins en moins présentes. Et il y a quelques années, là, lorsque les premiers forums sociaux
ont eu lieu à Porto Alegre, cette question du foncier était extrêmement peu présente et pratiquement plus personne ne parlait de réforme agraire. Et au niveau des politiques internationales, pratiquement plus aucun État ne mettait en place de véritables réformes agraires. Et donc ça nous avait semblé être quelque chose de tout à fait regrettable, parce que de fait, quand on n'a pas accès à la terre, il est extrêmement difficile de produire quoi que ce soit, et toute l'économie de beaucoup de pays du Sud et même de certains pays du Nord était complètement bloquée par une distribution de la terre extrêmement inégalitaire. Donc on avait organisé en 2004 un forum mondial à Valencia qui était destiné à remettre cette question de la réforme agraire à l'ordre du jour. Cet événement a réussi parce qu'on a réussi à mobiliser pas mal de gens. À l'époque, on était un petit groupe de personnes, il n'y avait pas d'association structurée, c'était une petite association espagnole qui s'était responsabilisée pour convoquer ce forum. On avait réussi quand même à avoir le ministre de la Réforme agraire du Brésil qui était venu. La FAO avait appuyé sur le bout des doigts, en parrainant l'événement, mais sans vraiment faire plus. Mais cette réunion a permis de remettre un peu cette question de l'accès à la terre à l'ordre du jour au niveau international, puisque 2 ans après, la FAO a convoqué une conférence internationale sur ces questions à Porto Alegre, sur les questions de réforme agraire et de développement rural. Et c'était donc en 2006, et il n'y avait pas eu de conférence internationale sur ce sujet depuis 1979. Donc ça faisait 27 ans sans avoir du tout abordé ces questions d'accès à la terre. Alors, notre association, elle a été créée à cette occasion, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, il était important de construire des propositions nouvelles, et qu'il y avait une situation au niveau mondial, en particulier autour de l'accès à la terre, qui était extrêmement problématique, et qu'il fallait absolument travailler dans la durée pour apporter des idées nouvelles, et aussi pour essayer de tirer les leçons de tout ce qui avait été fait dans les différents continents, dans les différents pays. Et donc il y avait des mouvements comme Via Campesina, par exemple, qui avait participé bien sûr à ce forum sur la réforme agraire, qui travaillait et qui luttait de manière très concrète dans différents endroits du monde, mais il y avait finalement très peu de réflexions organisées autour de ces questions. À l'époque, on avait commencé à évoquer un petit peu des phénomènes de concentration foncière et d'enclosure, c'est-à-dire de transformation de terres communes en terres privées, en particulier en Afrique, mais on était très loin de s'imaginer que quelques années après, on allait assister à une véritable course de tout un tas d'entrepreneurs, de pays à la terre et de mainmise sur des terres relativement peu exploitées ou peu mises en valeur par des entreprises d'agrobusiness de très très grande taille. Donc c'est dans cette perspective-là qu'on avait créé l'association Acter, et de fait, tout le développement de la conjoncture internationale nous a donné totalement raison. Et aujourd'hui, c'est extrêmement facile de retrouver des informations sur tous ces processus d'accaparement qui ont lieu un peu partout dans le monde. Alors je voudrais vous en donner quelques éléments pour voir que finalement ce qu'on vient de voir là à partir du petit film sur Terre de Liens, c'est une problématique qui est loin d'être seulement française, et qu'on a des problématiques qui sont assez différentes, mais pas totalement étrangères malgré tout, dans pas mal d'autres régions du monde. Et il y a un certain nombre de points communs, et on pourra en rediscuter au cours après du débat, qui s'appuient sur le statut de la terre, savoir quels sont les droits qu'on a sur la terre, ces droits sont individuels, sont collectifs, comment est-ce qu'on peut assurer une gouvernance de ces différentes ressources et de ces différents droits dans le temps, tout un tas de sujets qui sont fondamentaux, et sur lesquels on a finalement des visions souvent très très partielles. Alors en quelques mots, quand on parle de ces phénomènes d'accaparement de terre, de quoi parle-t-on et de quoi s'agit-il? Alors vous trouverez dans la revue de Nature et Progrès là, un petit article de synthèse qui présente en 3 pages un peu le panorama de la situation. Je vais reprendre très rapidement les idées générales. D'abord, la première chose, c'est qu'on assiste à un mouvement massif de prise de contrôle de terres agricoles depuis environ 5 ans. C'est dénoncé dans la presse. Le phénomène a commencé un peu avant.
Hein, c'est l'ONG Grain, dont vous verrez une des représentantes, si vous êtes là encore dimanche, qui participera à la présentation d'un film sur les questions des accaparements de terre, René Velvet, hein, qui a lancé l'alerte au niveau mondial sur ces phénomènes. Alors, on parle de surfaces qui sont très très importantes. La Banque mondiale, dans une étude récente faite il y a 1 an et demi, évoque un peu plus de 50 millions d'hectares qui seraient passés aux mains de quelques grandes entreprises en l'espace d'un peu moins d'1 an. Alors, c'est un peu difficile à ces ordres de grandeur d'imaginer ce que ça représente. Hein, ça représentait environ 30 fois plus que l'augmentation annuelle moyenne de la surface agricole mondiale. Hein, c'est-à-dire qu'on a véritablement une explosion de ce développement de nouvelles terres agricoles. Le dernier rapport d'Oxfam parle d'un peu plus de 300 millions d'hectares qui auraient changé de main et seraient passés aux mains de grandes entreprises ou d'entreprises, de fonds de pension ou de différents investisseurs au cours des 10 dernières années. En fait, il est extrêmement difficile d'avoir une idée précise de la quantité d'hectares qui est réellement affectée par ces différents phénomènes. Hein, si on prend en compte tout un tas de processus qui sont des processus qui ne sont pas forcément extrêmement récents, en particulier tous les processus de transformation de terres communes, hein, de terres publiques en terres privées. Hein, je voudrais vous donner juste un exemple qui est celui qui est les statistiques qui sont données par le ministère du Développement agricole au Brésil, hein, qui signalent qu'en faisant un inventaire de tous les titres qui sont de toute évidence frauduleux, qui ont été inscrits au registre de la propriété au Brésil, ils arrivent à une surface de l'ordre d'un peu plus de 90 millions d'hectares seulement au Brésil, hein, de terres qui ont été appropriées de manière indue. Hein. Les Brésiliens ont une longue expérience de la fabrication de faux titres de propriété. Hein, c'est une petite anecdote, c'est ce qu'ils appellent le grillonnage, en faisant appel à un petit insecte bien sympathique qui est le grillon. Hein, donc on avait l'habitude, quand on voulait donner l'impression qu'on avait un vieux titre de propriété, à faire un nouveau, hein, sur un papier neuf, blanc, et le mettre dans une boîte avec des grillons pendant plusieurs semaines, et on le ressortait, il avait plein de taches, les bords étaient un petit peu grignotés, et on avait l'impression qu'on avait un titre du siècle passé. Hein. Donc cette technique a eu un nom, on appelle ça le grilagem de terra, hein, en brésilien, et c'est la falsification des titres de propriété. Alors, ne serait-ce que ce processus, seulement pour un pays, c'est un grand pays, vous me direz, hein, mais toucherait à partir des titres qui ont été détectés à peu près la superficie du Mexique et de l'Amérique centrale réunis. Hein, donc ça, c'est un autre processus d'accaparement ou de privatisation des terres ou de transformation de terres publiques, de terres communes en terres privées, qui n'est pas prise en compte en général dans les statistiques sur les accaparements de terres agricoles à l'échelle mondiale dont on parle dans les journaux, mais qui est également extrêmement important. En bref, si on fait la somme de ces différentes situations, on s'aperçoit que c'est tout le panorama, toute la structure agraire à l'échelle mondiale qui est en train de se transformer d'une manière extrêmement rapide. Alors, qui sont les acteurs de ces différents processus et où sont les pays et les territoires qui sont concernés? Alors, d'une façon générale, il faut constater qu'au niveau mondial, on a une superficie importante de terres qui sont considérées comme sous-utilisées. Hein, la FAO et un institut autrichien qui étudie à partir d'images satellitaires les degrés d'utilisation des sols estiment qu'il y a à peu près la même quantité d'hectares actuellement utilisés et d'hectares qui seraient potentiellement utilisables. On parle de l'ordre de 1,5 milliard d'hectares agricoles et environ 1,3 milliard d'hectares potentiellement utilisables. Alors c'est ça l'univers sur lequel se réalisent ces phénomènes d'accaparement de terre. Bon, mais ces espaces, d'une part, ne sont pas libres de population, ne sont pas vides de population. Ils ont beau être parfois considérés comme ça, dans la pratique, il y a toujours des gens qui y habitent, c'est souvent des steppes, hein, c'est parfois des forêts. Hein, il y a très souvent des gens qui ont des droits depuis très longtemps sur ces espaces, hein, mais ils apparaissent comme étant sous-utilisés ou peu utilisés. Bon, si on regarde où ils se distribuent, ils sont fondamentalement situés dans deux ensembles géographiques, dans trois ensembles géographiques différents. D'une part, en Amérique latine et en Afrique,
qui sont des pays qui ont été colonisés avec des échelles de temps différentes, hein, depuis longtemps en Amérique latine, depuis moins longtemps en Afrique, mais ils se situent aussi dans les pays du Nord, en particulier dans les pays de l'ancien bloc soviétique, où il y a énormément de terres qui sont très sous-utilisées, et il y a également des terres sous-utilisées dans les pays développés, en Europe et puis aux États-Unis. D'ailleurs, si on reprend les statistiques de la Banque mondiale, on s'aperçoit que le pays qui a le plus de terres sous-utilisées suivant ces critères, c'est les États-Unis. Bon, ceci dit, vous n'avez pas entendu parler de phénomène d'accaparement de terres aux États-Unis. Donc il y a des terres sous-utilisées, mais le fait d'avoir des terres sous-utilisées n'implique pas le fait qu'on ait des changements rapides de droits sur les terres et des appropriations massives de terres. Alors qu'est-ce qui se passe ? Et quels sont les différents acteurs qui sont en jeu? Le phénomène a éclaté de manière évidente dans les médias à partir de l'explosion des prix agricoles des dernières années, là, de 2008-2009, hein, avec l'intention d'un certain nombre de pays, en particulier la Corée, qui voulait prendre le contrôle d'1 300 000 hectares à Madagascar, hein, de vouloir contrôler des très grandes surfaces. Alors, très souvent, les pays qui sont à l'origine de ces intentions, je vais passer rapidement parce qu'il y a une conférence qui en parlera, comme je vous disais, dimanche, hein, donc je cadre juste la question. Ce sont souvent des pays qui ont soit beaucoup d'habitants et peu de terres agricoles, comme c'est le cas de la Chine ou la Corée, par exemple. Des pays qui ont des terrains très difficilement exploitables et qui ont beaucoup d'argent, comme les pays du Golfe arabique, hein, qui ont du pétrole. Ce sont aussi les pays développés et des institutions d'investissement des pays d'Europe et des pays d'Amérique du Nord, voire d'Afrique du Sud. Et au niveau des acteurs, on a donc des pays qui affirment vouloir chercher des moyens pour pouvoir nourrir leur population dans une situation dans laquelle l'accès à l'alimentation est devenu très difficile, voire très aléatoire, avec des fluctuations très très fortes du prix des aliments sur les marchés mondiaux, ou bien qui ont peu de terres agricoles pour pouvoir produire à la fois des agrocarburants et des aliments. Hein. Mais ce sont aussi des fonds de pension, des investisseurs privés qui voient dans cette possibilité la manière d'obtenir des profits tout à fait importants et tout à fait considérables. On a parfois des justifications qui sont faites en disant qu'il faut de fait augmenter la quantité d'investissement dans le monde pour pouvoir nourrir la planète. Hein, il faut rappeler qu'il y a environ 1 milliard de personnes sur cette terre qui souffrent de la faim et qu'on a pourtant une quantité de terres cultivables qui devrait permettre de nourrir l'ensemble de ses habitants. Hein, donc cet argument qui consiste à dire qu'il faut réussir un processus de développement sur la base d'une grande production modernisée, on l'entend un peu partout et assez souvent. La Banque mondiale, dans un rapport d'il y a quelques années, disait il n'y a pas assez d'investissements dans l'agriculture, il faut absolument développer les investissements dans l'agriculture. Tout ça, en fait, est extrêmement discutable. Hein. On s'aperçoit que, finalement, l'intérêt premier de ces différents investisseurs, il est d'obtenir une quantité de profit la plus élevée possible. Alors, ça nous a paru intéressant de voir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on pouvait faire beaucoup de profit en faisant de la grande production agricole, mécanisée, hein, souvent en utilisant beaucoup de produits chimiques, d'organismes génétiquement modifiés. Hein, pourquoi est-ce que c'est possible aujourd'hui et pourquoi ce n'était pas le cas il y a encore quelques années? Et aussi pourquoi est-ce qu'on peut maintenant réussir à s'approprier des millions d'hectares, hein, d'une façon extrêmement rapide et sans qu'il y ait pour ça besoin de faire la guerre ou de faire des conquêtes coloniales comme on l'avait fait par le passé. Alors, vous trouverez dans la documentation qui est citée en référence dans l'article, là, tout un tas d'articles courts, de petits documents qui expliquent un peu tout ça d'une façon très très rapide, ce qu'il faut comprendre et ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, la possibilité de produire à grande échelle est devenue extrêmement facile quand on avait justement un accès aux ressources et quand on avait du capital. Quand on a organisé la conquête de l'Amérique latine, hein, il a fallu
dominer et contrôler les peuples qui habitaient en Amérique latine, les obliger à travailler pour les conquistadors espagnols. Ça a demandé longtemps, des dizaines d'années, des siècles. Quand on n'avait pas assez de travailleurs, on en a importé de manière massive avec toute la traite d'esclaves qui ont été importés d'Afrique et qu'on a fait travailler dans les plantations. Et puis troisième mécanisme, dans les pampas du sud de l'Amérique latine, on a exporté des paysans pauvres qui venaient d'Europe, qui venaient d'Italie, de France, de Pologne, d'Irlande, qui se sont installés dans les pampas argentines et qui ont commencé à produire. Donc, quand on n'a pas de travailleurs, quand on n'avait pas de travailleurs, on ne pouvait pas exploiter ou tirer profit des richesses naturelles qui se trouvaient dans des territoires qu'on avait plus ou moins contrôlés. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui a changé de manière radicale, puisqu'on peut maintenant, avec les moyens de production modernes, produire avec très très peu d'ouvriers agricoles des dizaines de milliers d'hectares et très rapidement mettre en culture des dizaines de milliers d'hectares, par exemple dans la frontière de l'Amazonie. Tout le développement de l'agriculture brésilienne en est un exemple frappant. Autre chose importante, c'est que on était obligé de faire la guerre avant de soumettre les populations, de massacrer les indigènes pour pouvoir prendre le contrôle de ces territoires. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de faire ça. Il suffit de passer des contrats avec les pays ou même de racheter les terres aux gens qui les utilisent de manière tout à fait insuffisante. Donc ça, c'est l'autre grande nouveauté du processus, c'est qu'on n'a plus du tout un processus qui donne l'impression d'être un processus de violation des souverainetés des peuples, ou de violation des droits des gens d'une manière formelle, parce qu'on procède sur la base d'accords, donc avec les États ou bien avec les propriétaires privés de ces terres. Exemple d'accord avec les propriétaires privés, tout ce qui s'est passé en Argentine, dans le cône sud, où la plupart des terres qui ont été achetées au cours de ces dernières années ont été vendues par leurs propriétaires, qui étaient des éleveurs extensifs, des gens qui avaient accaparé la terre auparavant, quelques dizaines d'années ou quelques siècles auparavant, et qui, de fait, trouvaient intéressant de la vendre à des grands producteurs. Ces niveaux de concentration en Argentine sont hallucinants. Le plus gros fonds d'investissement qui travaille sur le nord de l'Argentine, dans le sud du Brésil, l'Uruguay, le Paraguay, a accumulé en quelques années une surface d'1 million d'hectares. C'est des échelles qu'on n'avait jamais vues par le passé. Et tout ça se fait sur la base de contrats et d'accords entre les dits propriétaires et puis les autres. Alors l'autre situation, c'est la situation dans laquelle ce sont les États qui mettent à disposition des investisseurs des surfaces gigantesques. Ça se fait beaucoup en Afrique. La Zambie, il y a quelques années, avait annoncé qu'elle avait, je crois que c'était 30 millions d'hectares qui étaient à disposition des investisseurs. Le gouvernement de Madagascar avait mis à disposition de la société Daewoo 1 300 000 hectares gratuitement pendant 99 ans pour pouvoir développer des cultures diverses, contre simplement l'engagement de réaliser un certain nombre d'infrastructures. Alors, ces États, d'où est-ce qu'ils sortent le fait qu'ils sont propriétaires de ces immenses territoires? Eh bien, c'est une conséquence directe des processus de colonisation. C'est-à-dire que quand on a colonisé tous ces territoires, la puissance colonisatrice a décrété que c'était elle, désormais, qui était, entre guillemets, propriétaire du territoire. C'est la bulle papale, quand Christophe Colomb découvre l'Amérique, là, qui décrète que, la bulle, c'était un décret papal, un décret du pape, qui décrète quelques semaines seulement après le retour de Christophe Colomb, que toutes les terres qui se trouvent au-delà d'une certaine ligne appartiennent soit à la couronne du Portugal, soit à la couronne de l'Espagne. Au moment de la décolonisation, les États récupèrent leur souveraineté sur ces terres. Et donc, ils récupèrent la souveraineté, mais en même temps, ils comprennent qu'ils récupèrent la propriété sur les terres qui étaient, entre guillemets, contrôlées ou propriété de l'Empire. Donc, finalement, l'État de Madagascar, ou bien l'État de la Zambie, ou n'importe quel autre État, vont, dans leur législation, considérer que toutes les terres qui n'ont pas fait l'objet de l'attribution d'un titre de propriété formel et formalisé sont des terres de l'État. Et donc, si ce sont des terres de l'État, l'État peut en faire ce qu'il veut, surtout si le gouvernement est élu de manière démocratique et est censé représenter l'intérêt de l'ensemble de la population. Il existe malgré tout
dans tous ces territoires des tas de populations qui vivent depuis des générations sur ces différentes parcelles, sur ces différents espaces. Mais le fait qu'il n'ait pas un titre enregistré formellement est la justification légale pour que les États puissent passer contrat avec ces investisseurs. Donc on a en fait un mécanisme aujourd'hui qui donne l'impression d'être un mécanisme légal, mais qui n'en est pas moins un mécanisme de spoliation et d'appropriation à très très grande échelle des droits historiques, des droits des populations sur les territoires, sur la terre et sur les ressources. Alors c'est extrêmement rapide tout ça, mais bon, vous me direz, certes, il y a au Mozambique, à Madagascar, beaucoup de terres sous-utilisées. Si on a une grosse entreprise chinoise ou une grosse entreprise française, une grosse entreprise américaine qui tout d'un coup se met à produire de manière intensive, entre guillemets, c'est-à-dire on a l'impression que ça produit beaucoup alors que les gens produisaient très peu, tout le monde finalement va en bénéficier. Et on peut donc avoir des accords gagnant-gagnant entre l'investisseur, le pays qui est très heureux de voir son économie enfin se développer, et puis même les gens qui, même s'ils ont été spoliés de leurs ressources au début, ils pourront quand même avoir un peu de travail et tout le monde sera heureux. Donc ça, c'est un peu le mythe qu'il s'agit de déconstruire et d'analyser un petit peu plus en profondeur. Et pour ça, je voudrais revenir sur les raisons pour lesquelles on a aujourd'hui un humain sur 7 qui souffre encore de la faim. On a à peu près 7 milliards d'habitants au niveau de la planète, il y en a un petit peu moins de la moitié qui sont des ruraux, et on a pratiquement l'essentiel de ce milliard d'affamés qui sont aussi des ruraux, et qui ont pourtant accès à un certain nombre de terres, même s'ils n'ont pas de titre formel. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a tellement de paysans qui n'arrivent plus à produire suffisamment? Eh bien, je crois qu'il faut revenir pour comprendre ça au constat qu'on a aujourd'hui au niveau mondial des agricultures, des types d'agriculture qui ont des niveaux de productivité du travail, c'est-à-dire de quantité de richesse produite par jour de travail, extrêmement différentes, extrêmement contrastées. Dans certains endroits, avec une journée de travail, vous produisez 300 fois plus en richesse nette que ce que vous produisez dans d'autres endroits. Or, on a des marchés qui se sont mondialisés d'une façon importante, et même si vous commercialisez finalement très peu de la production que vous faites sur votre petite parcelle, eh bien finalement, le prix de ce que vous vendez est quand même déterminant pour vous permettre ou non de survivre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a les entreprises qui produisent, les très grandes entreprises qui produisent avec des moyens modernes, avec une productivité très élevée, ont provoqué une chute permanente, constante, depuis un siècle, des prix relatifs des produits agricoles au niveau mondial. Alors, chute en prix constant, bien sûr, et pas en prix réel. C'est-à-dire que finalement, vous pouvez avoir beaucoup moins de produits de consommation en échange d'un quintal de riz aujourd'hui que ce que vous pouviez avoir il y a 50 ans. Et donc c'est cette chute des prix relatifs qui fait que finalement tous les petits producteurs se retrouvent dans l'impossibilité d'assurer leur propre survie, même s'ils n'ont absolument rien changé à leur système de production. Donc on a un processus d'échange inégal, si on veut, entre cette agriculture extrêmement sophistiquée, extrêmement moderne, extrêmement mécanisée, et puis la petite agriculture familiale qui reste quand même complètement dominante au niveau mondial. Et c'est ce mécanisme-là, en provoquant une chute des prix permanente, qui transforme en secteur d'affamés permanents tous les petits producteurs du monde. Alors là encore, je suis extrêmement rapide dans mon explication, on pourra revenir après dans la discussion si vous le voulez. Ça a été remarquablement expliqué par le professeur Mazoyer depuis bien longtemps déjà, ce processus, mais c'est essentiel pour comprendre pourquoi ces questions d'accaparement massif de terres au niveau mondial constituent une menace pour l'humanité. Sinon, ma foi, certes, on aurait des gens qui seraient passés du statut d'indigènes propriétaires de terres très peu utilisées à celui d'ouvriers agricoles, mais bon, ça n'aurait pas des conséquences très graves. Ce qui se passe, c'est que quand on installe des productions modernes à très grande échelle en Amazonie ou en Ukraine, eh bien, on provoque
on continue à alimenter la chute des prix agricoles et en même temps on ruine la petite production qui se trouve parfois à des dizaines de milliers de kilomètres de l'endroit où se fait cette grande production. Alors en plus, et ça je ne vais pas vous en parler parce que vous êtes beaucoup plus conscient de cela que moi, hein, cette grande production, elle se fait avec des effets extrêmement négatifs sur l'environnement. Elle se fait souvent grâce à des rentes ou des situations de politique publique qui sont extrêmement favorables à ce type de producteurs, hein, et donc sur des bases qui ne sont pas du tout durables. Hein. Elle se fait en même temps sur la base de la destruction de la biodiversité, de la destruction des forêts, et en plus, donc, il y a aussi destruction de l'ethnodiversité et de tous les savoirs qui ont été accumulés par des générations de producteurs. Donc c'est finalement une illusion d'efficacité, et derrière cette illusion d'efficacité, il y a l'autre effet, l'autre côté de la médaille, qui est le fait qu'on ait autant de personnes affamées, autant de pauvreté dans le monde. Et le tout devenant un cercle complètement vicieux, hein, avec une impossibilité de revenir en arrière. Alors ça c'est extrêmement important, parce que si on pouvait, après avoir cédé et vu cette entreprise de Madagascar contrôler 1 million d'hectares, revenir en arrière après qu'ils aient travaillé pendant 10 ans sur ces hectares-là, ce ne serait pas très grave. Bon, il n'y a pas de retour en arrière possible. Hein. Donc tout ça fait que ce qu'on est en train d'observer au niveau mondial, c'est une perte d'accès à la terre et aux ressources généralisée pour des centaines de millions de personnes, hein, qui sont extrêmement dangereuses parce que de fait ça met tous les équilibres biologiques et humains en danger. Hein. Et donc c'est absolument dramatique et très grave. Et alors on abordera après peut-être dans les questions les choses qu'on pourrait faire pour affronter tout ça, mais cette question de pas de terre sans paysans et pas de paysans sans terre, si vous voulez, elle se pose au niveau de nos régions et au niveau de l'installation de nos paysans en France, elle se pose d'une manière encore sans doute beaucoup plus dramatique au niveau global et au niveau mondial. Bon, je vais peut-être arrêter là pour ne pas vous saouler trop avec mes discours. Je veux bien ajouter une petite anecdote, c'est pas le mot, mais on a sur Arte était un film Planète à vendre, où on voyait un entrepreneur indien en Éthiopie, une des plus grands marchands de roses dans le monde, avec des grands serres et tout, et il disait, mais moi, je ne fais pas comme les Européens. Moi, j'ai une philosophie hindoue derrière toutes mes actions. C'est une hypocrisie vraiment ahurissante. Et il faisait, en plus, avec le gouvernement, il achetait ou louait 100 000 hectares dans le nord-ouest d'Éthiopie. Où il arrivait avec une trentaine de tracteurs et il allait élaborer les terres ancestrales de toute une population qui d'un jour à l'autre était chassée dans leur village, et quelques-uns pouvaient venir leur aider à ramasser le maïs, et pour le reste il disait, en plus monsieur, je vends ça sur place. Ils vendent ça sur place au gouvernement d'Éthiopie et aux ONG qui, après, vont nourrir ces populations chassées qui sont dans leurs villages en attendant qu'ils seront nourris par l'humanitaire. Si ça, c'est l'optique de notre futur, je dirais, dans un monde comme ça, je ne vais pas vivre. Et ça, je trouve, si c'est pas vraiment une scandaleux et criminel, c'est d'une primitivité de pensée qui est affreux. Et je crois, bon, ça, on reste là pour le moment. On va revenir maintenant à la France, parce que Michel a parlé beaucoup d'Amérique du Sud. Il ne faut pas oublier que ce même phénomène se fait en Europe, dans l'Ukraine, en Russie, dans la Pologne, les pays baltes, Hongrie, Allemagne de l'Est, tous les pays anciens pays communistes. La même chose se produit. Et vous ne faites pas des illusions. Ça nous rapproche aussi. Il ne faut pas oublier que la France aussi, c'est un pays sans paysans bientôt. On est allé de 60% actuellement à
2,5%. Si vous voyagez dans le Picardie ou dans la Beauce, c'est le désert. Ils sont plus des paysans. C'est un pays sans paysans. C'est un pays de machines. De machines. Et j'appelle souvent les gens qui travaillent sont des conducteurs de tracteurs. C'est tout. Et donc, c'est pas si loin. Et c'est très intéressant qu'on a pu, entre nous, Gérard Lerat, qui a choisi, parce qu'il était déjà dans le conseil régional de Rhône-Alpes la dernière fois, et il est revenu et il dit, cette fois, je demande de faire d'être le délégué sur le foncier. Et je veux bien savoir pourquoi il a insisté pour prendre ce poste qui est pas facile et qui est totalement à construire. Short, c'est une drôle de manière de dire les choses. Donc, je voulais avant avoir une pensée émue pour un accapareur que j'aime beaucoup, qui est Charles Becbédé, qui sévit particulièrement en Ukraine. C'est le président de Poweo, entreprise alternative en production énergétique, et c'était celui à qui on a confié la présidence du comité de soutien à la candidature française pour les Jeux Olympiques à Annecy, près de chez moi, qui nous a fait beaucoup de bien en Rhône-Alpes. Enfin, un homme extrêmement admirable. Un de plus. Avant de parler de chez nous, en Rhône-Alpes, alors oui, il faut quand même que je dise par rapport à ce que nous dit Deschurtes. Je n'ai pas demandé à voir cette délégation-là. Nous avons, à l'occasion des dernières élections régionales, et lors et après le résultat des élections, pour constituer l'exécutif régional, c'est-à-dire le président et l'ensemble des vice-présidents, nous sommes battus et nous avons gagné pour qu'il y ait une délégation nouvelle, qui n'existait donc pas avant, à la politique foncière. Partant du point de vue que les questions foncières, et vous le voyez, on est dedans en plein, y compris quand on est à l'échelle d'une région comme Rhône-Alpes, c'est quelque chose qui est essentiel et qui va partout. Parce que vous avez du foncier quand vous parlez transport, vous avez du foncier quand vous parlez habitat, vous avez du foncier quand vous parlez protection de certains espaces sensibles. Il n'y a pas de politique sans prise en compte de la question foncière. Et nous nous trouvions un petit peu dans une situation très pré-artisanale avec des gens qui touchaient au foncier un peu partout. Et on a voulu créer une délégation. Ça a été une bagarre de plusieurs jours et de plusieurs nuits. On y est arrivé. Et il se trouve que c'est moi qui ai eu cette charge-là dans l'exécutif régional. Il s'agit effectivement de construire une nouvelle politique, ce qui fait parfois un peu peur, mais ce qui fait parfois plaisir quand on arrive à un certain nombre de choses. Et on y arrive quand même plutôt pas trop mal. Avant de dire ça, je voulais dire qu'à la région, on ne s'en rend pas compte, mais dans une région, on est aussi concerné par les questions d'accaparement telles qu'elles ont été soulevées à ma droite précédemment, tout simplement parce que les régions ont des politiques de coopération décentralisée qui les lient avec un certain nombre d'autres régions ailleurs, notamment en Afrique. La région Rhône-Alpes est liée par convention de coopération décentralisée avec le Burkina, qui actuellement subit des phénomènes d'accaparement et subit entre autres un développement de production de riz transgénique BT qui n'existait pas il y a encore quelques années, avec le Mali, avec Madagascar. Donc vous voyez qu'on ne peut pas, on pourrait se permettre de faire les autruches et dire moi, région Rhône-Alpes, je suis dans mon territoire et je fais mon petit boulot tranquille d'élu sans aller voir ce qui se passe ailleurs. Même si on ne va pas voir ce qui se passe ailleurs, l'ailleurs nous vient. Et j'y reviendrai après sur un exemple agricole précis. Après, je vais rapidement vous dresser le tableau de quelque chose qui ne se dit pas. Moi, je vais continuer à parler, parce que je pense que c'est la meilleure manière de le dire. C'est pas une attitude parce qu'on est là, sur ce sujet-là à Marjolaine. Je vais continuer à parler d'accaparement. Je pense que le terme d'accaparement, dans ce que je vais dire, ne peut pas être pris, évidemment, exactement de la même manière que ce qui a été dit quand on va piquer des centaines de milliers d'hectares à Madagascar
ou en Ukraine, ou en Amérique du Sud. Mais nous subissons des phénomènes d'accaparement. On n'utilise pas le mot pour ça. Tant pis si c'est pas orthodoxe, je m'en fiche. Moi, je vais l'utiliser parce que je pense qu'il s'agit de ça. Quel est le premier, en Rhône-Alpes, quelle est la première forme d'accaparement des terres agricoles? C'est tout ce qui touche à l'urbanisation, évidemment. C'est pas propre en Rhône-Alpes, c'est partout. C'est la réponse aux besoins en termes d'habitat, la réponse aux besoins en termes de développement de zones industrielles, de zones commerciales, de zones logistiques. Et ce sont des réponses qui, jusqu'à présent, sont systématiquement données comme s'il n'y avait pas moyen de faire autrement que de s'étaler pour répondre aux besoins. Or, il existe, et c'est la première pierre sur laquelle j'essaie de construire la politique régionale, il existe des moyens, sérieusement, d'utiliser ce qu'on appelle les dents creuses, des terrains laissés libres ou très sous-utilisés, des friches, y compris dans des quartiers dégradés. Il commence à y avoir en Rhône-Alpes des secteurs pavillonnaires où tout se casse la gueule et où, au lieu d'aller construire des immeubles ailleurs, on ferait mieux de les reprendre. Donc on est en train de rentrer là-dedans, on met du pognon là-dedans, on passe des conventions avec les collectivités locales et un certain nombre d'organismes pour lutter contre cette première source d'accaparement, pas du foncier, mais l'accaparement du foncier agricole. Avec une remarque que je vous fais en passant, je l'ai déjà dit à Jourte d'ailleurs, c'est un truc qui m'avait très étonné quand je suis rentré en fonction dans ma délégation, quand j'ai pris la vice-présidence au foncier, j'ai entendu tout le monde parler de production de foncier. Et il faut savoir qu'on a une vieille habitude, une vieille tradition. Tous les gens qui touchent à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire, etc., parlent de production de foncier quand on libère du foncier que l'on dédie à les différentes formes d'urbanisation que je viens de vous dire. Comme si le foncier agricole était improductif. Comme si le foncier à vocation environnementale, qui n'est pas forcément de producteur de biens matériels agricoles, alimentaires immédiates, n'était pas producteur de bien-être pour tout le monde. Donc moi je pense que ce sont des termes qu'il faut bannir, je me bagarre contre eux, et ça commence à disparaître, en tout cas, quand j'y suis, ils n'osent plus le dire. Donc c'est déjà ça le prix, ça ne vaut pas grand-chose, mais c'est bon à prendre. Je crois qu'il faut rappeler que les terres agricoles et d'une manière générale le foncier, c'est par-delà le problème du statut de la propriété, qui est un vrai problème et un vrai débat, et où nous sommes très pauvres aujourd'hui encore en réponse de fond à un niveau philosophique sur ce sujet-là, est en même temps et contradictoirement non seulement un outil de travail, et ça on le sait, la terre outil de travail c'est quand même quelque chose qui est établi dans nos têtes et depuis longtemps, mais c'est aussi un bien commun. Le foncier est un bien commun, comme l'eau qu'il supporte, comme la biodiversité qu'il supporte, etc. Et il faut garder ça en tête. Donc, combattre les formes d'urbanisation qui sont toutes génératrices d'étalement jusqu'à présent, là où on peut faire de la densification autour d'une gare, là où on peut faire de la multifonctionnalité dans certains secteurs entre activité commerciale, activité d'habitat, etc., c'est extrêmement important. La logistique, vous savez que vous en rendez peut-être pas compte parce que vous êtes dans Paris, mais enfin, si vous vous écartez un peu de Paris, vous avez des secteurs de terre entièrement envahis par des zones logistiques pour les poids lourds, parce que nous sommes dans le tout-routier, et le tout-routier, il a besoin d'un certain nombre d'organisation et de polarisation sur des espaces où on bouffe allègrement le terrain. Chez nous, en Rhône-Alpes, comme nous avons la vallée du Rhône et un certain nombre de vallées adjacentes, je peux vous dire qu'on a des secteurs charnières où c'est phénoménal la manière dont c'est bouffé et stérilisé, parce que là aussi, le retour derrière, le jour où le tout camion se sera cassé la gueule, qu'est-ce qu'on va faire de ces friches-là? Ça coûtera aussi bonbon pour les récupérer. Et un phénomène un peu récent, mais très important, qui est l'accaparement par tout ce qui est zone commerciale. Ça prend des proportions inimaginables. Sur le secteur de Valence, vous avez actuellement 0,7% de croissance démographique annuelle. 0,7% de croissance démographique. Vous avez une consommation du foncier qui croît de 1,3
30% par an, presque le double. Et la source principale, c'est les zones commerciales dont je vous parlais. Alors je passe sur les effets secondaires du style je te massacre le commerce existant à l'intérieur de la ville de Valence, que vous pouvez imaginer, mais du point de vue foncier, c'est quelque chose qui est phénoménal, et ça se passe entièrement sur les terres agricoles. On n'est pas dans un secteur où il y a mixité avec d'autres types de terrains, c'est de la terre agricole qui disparaît. Donc de la possibilité de faire bouffer les gens de Valence dans un délai plus ou moins proche, avec une crise alimentaire qui bientôt ne sera plus seulement à l'extérieur, elle est déjà chez nous, mais elle va le devenir encore beaucoup plus. Au total, c'est un chiffre que je voulais vous donner au début, mais j'ai oublié, au total, sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes, pour que vous vous rendiez compte, tous les phénomènes liés aux différentes modalités d'urbanisation, toute la liste que je vous ai donnée, ça représente 3000 hectares de terres agricoles qui sont bouffés tous les ans. 3000 hectares, c'est-à-dire 5000 terrains de foot pour ceux qui n'ont pas l'habitude de manier les hectares. On peut mieux compter en terrain de foot, c'est plus facile qu'un hectare. C'est énorme, c'est évidemment énorme. Et ce n'est pas acceptable, il faut se bagarrer contre ça. Deuxième forme d'accaparement, alors ce n'est pas un accaparement des terres agricoles, c'est un accaparement des terres nourricières, des terres vivrières, des terres destinées à l'alimentation. Mais je pense qu'il est important de le dire aussi. C'est les accaparements qui sont menés pour la production d'agrocarburants, dits agrocarburants, les productions énergétiques. Alors, on n'est pas en France et en Europe occidentale, on n'est pas au top. On n'a pas les phénomènes ni de déforestation, ni d'accaparement des terres agricoles pour produire de la canne à sucre, pour produire de la palme, etc., etc. Mais sachez que sur les États-Unis, en 2010, plus de la moitié de la production de maïs n'était pas destinée à l'alimentation, mais était destinée à des productions énergétiques, production d'éthanol. Et sachez aussi que s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé en 2007-2008, c'est-à-dire une crise agricole, et qui fait que les menées de production de diester et autres imbécilités de ce genre qui avaient lieu chez nous, s'il n'y avait pas eu ces perturbations-là, on serait en plein dedans. Il y avait en Rhône-Alpes un gros projet d'installation d'une énorme usine de diester à Salèze-Sablon au sud de Vienne, au bord du Rhône. Alors là, c'était pas, il s'agissait d'utiliser l'éthanol, qui est un sous-produit de la zone chimique à côté, et il s'agit, c'est d'utiliser les huiles issues du pressage de colza qui étaient importées du Canada. Donc on n'aurait pas été là, nous, directement consommateurs de terrain pour cette production de colza et pour la production de diester, mais enfin on aurait été complices, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, que le colza, moi je suis citoyen du monde, que le colza soit cultivé au Canada ou chez nous, franchement, ça ne me change pas grand-chose au niveau de l'analyse de fond. Un autre phénomène d'accaparement dont je tiens à parler, dans une région comme la nôtre, mais ça doit vous arriver d'aller un peu dans les Alpes ou sur la Côte d'Azur, c'est les phénomènes liés à certaines formes de développement touristique où on a de véritables verrues qui bouffent les terrains. Alors, le tourisme, je n'ai rien dans l'absolu, il y a des formes de développement touristique qui peuvent être intelligentes et pourquoi pas, mais on a les phénomènes de friches dont je vous parlais tout à l'heure, friches industrielles en particulier, existent aujourd'hui dans les Alpes, dans certaines vallées. Vous allez en Haute-Tarentaise, il y a des friches hôtelières, des friches de bâtiments qui sont aujourd'hui totalement inutilisées parce que les formes de développement touristique, on a fait une bulle, on s'est complètement déconnecté de ce qui est possible d'utiliser dignement. Donc c'est important. Et puis un autre phénomène, je vais vous donner un exemple qui m'amènera à parler d'un sujet qui va avec, c'est la question des compensations. On a dans une partie de l'Isère, à l'ouest de l'Isère, on est en train de subir un projet Center Park. Je ne sais pas si vous connaissez ces trucs-là, il y en a quelques-uns d'autres en France. Center Park, c'est une production d'un groupe qui s'appelle Pierre et Vacances, qui se portait très bien jusqu'à ces derniers jours, mais comme la loi Cellier est abrogée, je ne sais pas comment il va s'en sortir, puisqu'en fait, c'était ça qui l'alimentait. Mais pour faire un projet de Center Park dans le plateau des Chambarans,
c'est pas un problème agricole, c'est même pas un problème de valeur forestière, puisque le Center Park qui bouffe, je sais plus le nombre, mais c'est énorme, avec une grande bulle dans laquelle on tient de l'eau à 26 degrés en permanence toute l'année, dans un secteur qui est très froid, pour que les gens puissent se barboter dans le lac avec des palmiers autour, etc. Et donc tout ça porté par le département, porté par la région, dans la mandature précédente, tout le monde a dit que c'était super bien. Ce Center Park-là donne lieu à la mise en œuvre de compensations foncières. Et on peut se dire, quand on voit que on bouffe des espaces qui sont des espaces de zones humides ou des espaces d'intérêt environnemental, on doit compenser. C'est issu de la loi Grenelle, ça s'est fait en 2 temps, mais il faut compenser de 1 à 4, éventuellement de 2 à 4, c'est-à-dire je t'ai bouffé 10 hectares de terre humide dans un secteur forestier qui est un écosystème intéressant, et le problème est là. Le problème, il est qu'on s'attaque à ce secteur-là, et on doit compenser en restituant, selon les cas, de 20 à 40 hectares de terre ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait en pratique dans ce secteur-là? La compensation, elle se fait sur les terres agricoles. C'est-à-dire que actuellement, tous les gens qui travaillent là-dessus sont en train de chercher comment trouver un rapport de 1 à 2 ou à 2,5 des terres agricoles sur le secteur de la plaine de la Bièvre pour organiser la restitution nécessaire, la compensation nécessaire telle que le prévoit la loi. Voilà une forme d'accaparement des milieux naturels ou des terres agricoles à laquelle on ne pense pas spontanément. Un dernier point, c'est l'accaparement intra-agricole. Il a été abordé tout à l'heure par Jourde rapidement, mais il est extrêmement important. Si ce qu'on a mis en œuvre au niveau de la région, ce qu'on est en train de faire avec notre collectivité, va au bout, on peut inverser assez vite, sur une échelle d'une dizaine, d'une vingtaine d'années, les pratiques d'urbanisation actuelles. On peut, sur une échelle de 20 ans, casser cette espèce de folie consommatrice d'espace et préserver mieux qu'aujourd'hui le foncier agricole et les espaces environnementaux. Mais si on ne fait rien pour modifier le système de production agricole, les systèmes de transmission d'exploitation, etc., on ira toujours sur un système d'agrandissement, on ne fera pas d'installation et on continuera à détruire des exploitations agricoles. On peut, à quantité de foncier agricole préservé égale, on peut continuer à détruire le nombre d'actifs dans l'agriculture, le nombre d'exploitations. On a mis en place, en particulier depuis la Deuxième Guerre mondiale, un phénomène qui passe par la mécanisation à outrance, qui passe par les techniques agrochimiques, qui passe par les systèmes de primes PAC liés soit à la quantité de cheptel sur l'exploitation, si tu as plus de bêtes, tu as plus de primes, soit à la quantité d'hectares, si tu as plus d'hectares, tu as plus de primes, même si le système a été modifié il y a quelques années, de toute façon le système actuel demeure dans les manières de traiter les choses administrativement l'héritier de l'ancien système de primes à la quantité. On ne sait pas exactement de quoi va être fait la prochaine PAC en 2013, mais si on reste dans ces logiques qui sont des logiques de poursuite de l'agrandissement continu, on casse les exploitations. Et nous nous trouvons, en particulier Terre de Liens, nous nous retrouvons devant des phénomènes d'exploitation qui se libèrent sur 7, 8, 10 hectares, où des choses extrêmement intelligentes pourraient être faites, en particulier dans le domaine de la production de proximité pour répondre aux besoins alimentaires dans le secteur, et où on est toujours mis en concurrence avec une logique qui est la logique de l'agrandissement du voisin, parce que tout le monde est habitué à ça, parce que les primes tombent, parce qu'il faut bien amortir le matériel, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Deux remarques pour terminer là-dessus. C'est très important, sans pour autant aller créer des crispations, et sans pour autant aller créer des conflits là où il n'y en a pas. Moi, par expérience, parce que je m'occupais de ces questions-là quand même avant, et parce que je vois sur l'ensemble de la région depuis 2 ans, des secteurs où on ne peut pas à la fois répondre à des besoins pour conforter une exploitation
de filières traditionnelles qui en a besoin et faire des installations à côté, des secteurs où on n'a pas cette possibilité-là, ça n'existe pas. Il faut tout à la fois mettre en œuvre de nouveaux systèmes de production agricole et en même temps préserver et maintenir ce qui existe. C'est complètement jouable si on le veut bien. Et la deuxième chose, et je terminerai là-dessus, ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure. Je ne suis pas intervenu à la fin de la conférence précédente, j'avais envie de le faire sur un point très précis, parce qu'on a parlé d'OGM et on a parlé de soja. Le système d'agrandissement et de grande production dont je parlais tout à l'heure passe entre autres, et en particulier dans le sud de la France, par des systèmes de monoculture de maïs à outrance. Qu'est-ce que c'est ces monocultures de maïs? Soit sous forme de graines directement, soit sous forme d'ensilage, peu importe le détail, c'est le moyen d'alimenter le bétail. Mais c'est un moyen d'alimenter le bétail qui n'existait pas, qui n'est pas du tout historique, qui est lié à l'évolution de l'agriculture qu'on a mis en place depuis les années 60. Et ce système de maïs crée un déficit énorme en protéines. C'est-à-dire qu'en gros, avec une alimentation à base de maïs, vous donnez aux animaux ce qui leur convient en termes de besoins énergétiques, et par contre, vous ne couvrez absolument pas les besoins en termes de protéines. Donc il faut compenser. Et pour compenser, qu'est-ce qu'on fait? On donne une deuxième ration, concentrée, celle-là, et cette ration, c'est du soja, c'est du tourteau de soja, ou c'est à base de tourteau de soja. Et qu'est-ce qu'on fait? Ce tourteau de soja, on en produit malheureusement très peu. On est en train, sur la région aussi, de mettre en place, c'est aussi moi qui m'occupe de ça, on est en train d'essayer de mener une politique de retour à la production de protéines végétales dans la région, entre autres pour l'alimentation animale. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, qu'est-ce qu'on fait avec ce soja? On va le chercher en Amérique latine, on va chercher du soja transgénique à 80% ou 90%, et on va chercher du soja transgénique qui est produit sur les terres dont on parlait tout à l'heure, et qui ont subi soit des phénomènes de déforestation, soit des phénomènes d'accaparement de landes de terres qui servaient de parcours et qui sont devenues des terres productrices de soja. Donc encore une fois, je boucle la boucle là-dessus, on ne peut pas regarder son nombril, on ne peut pas faire l'autruche devant les problèmes du monde, ça n'existe pas la politique chez soi. La politique chez soi et toutes les agressions qui sont subies sont des agressions planétaires, et nous devons, c'est pour moi ça le sens et le fond de l'écologie, c'est être responsable globalement depuis chez soi jusqu'à la planète, depuis aujourd'hui jusqu'à ce qui se passera pour les générations futures. C'est ça le cœur de métier de l'écologie, c'est d'être responsable à toutes les échelles, en tout, partout et tout le temps, même si c'est fatigant. Je suis super content que je constate quand même qu'il viennent de temps en temps, qu'il y a des gens qui entrent et peu de gens qui partent. C'est quand même pas un sujet tellement fascinant et facile. Et vous restez, c'est exactement que vous avez compris que la terre et la gestion de la terre, c'est une priorité qui est totalement pas encore prise en considération, assez important. Tout de suite, les gens vont partir, mais ça... Et en plus, on est quand même en terre parisienne, hein, Chourt, hein, on est quand même en terre parisienne. Et pourtant, il est intéressant, monsieur, je le connais bien. Mais c'est... parce que... Terre de Liens, qu'est-ce qu'elle veut enfin? Je vais vous expliquer un peu plus qu'est-ce qu'on fait. Mais le vrai travail, ce qu'on veut faire, c'est intéresser les gens dans les questions de foncier. Parce que c'est une... je crois que si on veut changer quelque chose, et c'est tellement important et c'est tellement difficile,
il faut construire un rapport de force. C'est pour ça aussi, avant que je continue, on a là 2 tas de plaquettes de Terre de Liens qui vous incitent à devenir adhérent, devenir actionnaire ou devenir donateur. Ça, c'est à côté. Mais c'est important surtout qu'on montre que les gens s'intéressent à ces questions de la foncière, du foncier. C'est une et en plus après il faut commencer chez soi. C'est un peu pareil avec le commerce équitable. On peut très bien faire le commerce équitable et aider les paysans en Costa Rica et en Afrique. Mais il faut savoir aussi qu'il faut commencer, en fait, d'aider les gens autour de toi. Ça, il existe aussi un commerce équitable de proximité. Et c'est pour ça aussi, on a dit avec Terre de Liens, on commence d'abord à attaquer le problème foncier chez nous. Et c'est pour ça, moi, je suis devenu paysan quand j'avais 34 ans et je venais en 73 dans la Drôme, dans un pays de pré-Alpes secs, etc. Et on venait dans c'était un peu un caprice dans ce temps. Hein. On ne savait pas encore bien qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais bon, on est resté parce qu'on était frappé par la rencontre avec des vrais paysans qui étaient des paysans encore de l'ancien système de transmission. Une génération donne son savoir-faire à la génération qui suit et suivante, et cette nouvelle génération, il adapte, il ajoute, mais il ne le rejette pas. Et ça, c'était fantastique. Et ça, c'est un système qui datait de temps, des histoires grises d'humanité. Et eux, ils étaient directement devenus un système qui était soudain coupé. Et je crois que cette coupure affreuse qu'on voyait partout, ils avaient envoyé tous leurs enfants ailleurs parce qu'ils disaient que c'est plus un métier. Nous, on a repris leur métier, ils ont nous instruit, ils ont nous appris comment il faut faire, on a adapté les choses au temps moderne, mais on se sent toujours des gens qui ont repris ce maillon. Et je crois que si on regarde actuellement l'agriculture et le futur de l'agriculture, de plus en plus de gens vont dire aussi sur un niveau mondial que la vraie solution, c'est la solution paysanne. Et c'est une solution paysanne, ça veut dire la façon paysanne traditionnelle, où les gens savaient tout faire. C'était des gens très multifonctionnels, ils savaient tout faire. Ils faisaient des métiers, ils connaissaient leur terre, ils savaient la transformation de leurs produits. C'était des gens d'une énorme habilité de travail, et c'est un métier qui a du sens. Moi, je dis actuellement, si on... et c'est pour ça qu'on a fait Terre de Liens, et Terre de Liens aussi accapare la terre. Seulement, on accapare la terre, comment et avec quel objectif? Notre but, c'est d'acheter des terres, de libérer les terres, en fait, de cette spéculation, de cette idée que la terre peut être marchandisée, que c'est une marchandise. La terre n'est pas une marchandise, comme tu disais, c'est une ressource première comme l'air et l'eau. Et la grande question qu'on veut mettre avec vous sur la table et débattre, c'est à qui appartient la terre. Ça, c'est le vrai question. Et donc, en faisant Terre de Liens, en faisant pas mal d'entre vous ont déjà entendu parler de Terre de Liens. Terre de Liens a fait a commencé en 2003 avec une petite association. En 2006, on a fait une société d'investissement. En 2009, on a fait un fonds de dotation. Et on a réuni 25 millions d'euros à la fin de cette année. On a acheté à peu près 100 fermes où on est en train de les acheter. On a maintenant 2 années de fonctionnement de fonds de dotation et on a une dizaine de fermes qui sont nous données et une dizaine des autres qui sont en attente d'être instruits. De petit à petit, on a
On a 18 associations régionales, on a une association nationale, et on a 2500 adhérents. La semaine passée, la dernière région qui n'avait pas encore une association régionale Terre de Liens, c'était Île-de-France. C'était pas la dernière, mais presque. Ils ont fait enfin l'Assemblée générale constitutive. Il y a une centaine de personnes présentes. Donc à Paris, actuellement, on a aussi une association Terre de Liens. Tout ça, c'est pour l'intéressant de ces démarches est qu'on a remarqué, les gens nous posent des questions, on m'invite, on fait aujourd'hui sur la Marjolaine une conférence. On est partout demandé de participer à la réflexion. Gérard Lérat n'a pas parlé sur des choses pratiques qu'il est en train de faire dans le Rhône-Alpes, mais une des choses, c'est entre autres qu'ils disent qu'il faut développer le travail avec des associations de citoyens qui traitent les questions foncières. Donc, on est en train de coopérer avec le gouvernement de Rhône-Alpes et avec le gouvernement de beaucoup des autres régions, avec beaucoup de collectivités locales. On est en train d'échanger sur quelle façon on peut travailler ensemble. Je peux vous donner, par exemple, un exemple en Rhône-Alpes aussi, et c'est fait avec la région, avec une ville, Bourgoin-Jallieu, qui a fait un protocole avec la région, avec le département, avec Terre de Liens et la ville, pour développer un secteur de proximité, de production de légumes et des autres aliments biologiques pour la ville de Bourgoin-Jallieu. Il ne faut pas oublier les affaires. C'est un exemple qui donne des idées à des autres communes. Si on arrive à développer ça, on va de petit à petit avoir un vrai poids. Et le grand problème où on se heurte actuellement, sont quelques conclusions qu'on fait. C'est, premièrement, si on a des fermes, par exemple, des gens arrêtent et ils veulent trouver un successeur, trouver un jeune capable de faire en agriculture biologique 40 vaches avec une production laitière, etc., c'est pas si évident que ça, parce que la formation agricole est pas du tout à cette hauteur. On forme des conducteurs de tracteurs, mais on ne forme pas des agriculteurs multifonctionnels, pluriactifs et qui connaissent toutes les différences de ce métier. Et c'est donc aussi une des choses qu'on est en train de faire de plus en plus dans les fermes de Terre de Liens, c'est faire de couveuses d'entreprises où, sur une échelle réduite, on apprend des jeunes qui veulent devenir agriculteurs, qu'on leur forme. Et c'est un des grands défis de notre entreprise, c'est de montrer qu'ils sont encore des jeunes qui veulent bien travailler de la terre. Et c'est vraiment un défi où j'y crois beaucoup. Il y en a. C'est un des métiers les plus intéressants du futur. Et je peux vous dire, dans le futur, on a besoin de métiers qui ont du sens. Et une deuxième conclusion, c'est quand même qu'on a une législation foncière qui est totalement atomisée, et qui souffre beaucoup du fait, et je veux bien avoir le commentaire de Gérard là-dessus, mais quand je lis, on a toute une série, c'est assez technique et vous connaissez, on a des schémas de cohérence pour dire qu'est-ce qu'on va faire avec la terre dans un certain secteur, on a des plans locaux d'urbanisation, on a le programme PAEN, ça veut dire... périmètre de protection et de valorisation on a de l'agriculture et des espaces naturels. Et on a des zones agricoles protégées, tout ça existe. Mais tous ces systèmes, on peut bien faire un joli système, mais
Les gens qui font ce système, et là je cite un article dans l'étude foncière d'un certain monsieur Christian Julien, ces programmes semblent ignorer que les terrains ont des propriétaires qui les veulent, qui les vendent quand ils veulent, à qui ils veulent et au prix qu'ils veulent. Et là, on a un vrai problème. On est dans une vraie situation où la terre est une marchandise. Et on peut développer de bels projets, etc. Nous, en fait, à Terre de Liens, on montre en faisant... En fait, on est une société d'investissement qui investit dans la terre avec des autres objectifs, l'agriculture biologique, l'agriculture de proximité, bon, vous connaissez tout ça. Mais on est quand même... obligé de prendre cette forme d'une société commerciale pour développer quelque chose qui va dans un sens totalement opposé. C'est très ambigu, c'est très paradoxal, mais on est obligé de le faire comme ça. Et si on veut changer cette idée de spéculation, il faut prendre des mesures qui sont dures. Et déjà, le sociologue Henry George, un Américain, disait ça au XIXe siècle. Il disait, si on ne met pas une taxe de pratiquement 95% sur le plus-value de terres agricoles, on n'avance pas du tout. Il faut lutter contre ce travail. Et c'est donc, là, je peux vous dire que ces deux conclusions font que on a besoin, et je répète encore une fois, on a besoin de vous. Si on parle de Grenelle, par exemple, on a fait un énorme Grenelle, la question foncière était absente. Si on parle de la réforme de la PAC, et je vais à Bruxelles et je dis, mais comment c'est possible qu'on produit notre alimentation dans le polder dans des polders d'Hollande, par exemple, où la terre coûte 70 000 € l'hectare, ou dans le plaine de Pau en Italie, où un hectare peut aller jusqu'à 100 000 € l'hectare. Comment on peut produire des pommes de terre et des légumes et des céréales sur une terre comme ça qui coûte tellement cher? C'est une aberration. Et si je dis ça aux gens, aux décideurs politiques, aux gens même dans les associations qui s'occupent avec le développement rural, tout le monde regarde le plafond parce qu'ils ne savent pas la solution. Et c'est que en mettant... Il était un ministre de l'Agriculture, M. Pisani, qui à un certain moment, en les années 80, a écrit un livre, L'utopie foncière, où il proposait de mettre la terre agricole sur un cadastre. On définit un prix agricole sur cette terre et on le laissait comme ça. C'est toujours ce livre est réédité aujourd'hui et il faut le lire pour les gens qui sont vraiment intéressés sur ce sujet parce que c'est vraiment une des questions clés de notre travail et de notre il faut que nous prenions cette problème de foncier et le prix de foncier au sérieux et vite. Pour Terre de Liens, vous avez vu quelques fermes. J'ai été par exemple dans une réunion de l'Association française d'agronomes où le matin, il était un monsieur qui représentait les céréaliers de France et qui disait on est dans au moins un tiers ou deux tiers de surface agricole de France est couvert de blé. C'est une énorme quantité et il faut le vendre et il faut rester compétitif sur le marché mondial. Mais on a des problèmes parce que notre taux de protéines n'est pas très haut et nos frais de production sont plus hauts qu'ailleurs. Mais heureusement, il dit, en Ukraine, ils ont de temps en temps encore de maladies, donc on peut encore continuer un peu. Mais si on veut vraiment rester productif et compétitif sur le marché mondial, il faut faire une dévariation dans les espèces. Donc, ils ont déjà que quelques espèces
Et dans l'intérieur des espèces, on a encore comment ça s'appelle dans le blé, l'épi. On a des épis qui ont grands comme ça ou grands comme ça. Il faut qu'ils seront tous comme ça. Et ça, c'est notre travail de le futur. Donc, après, j'avais la parole et je disais, pendant que vous êtes en train de remplir la moitié de la France avec du blé dévarié, nous, on essaie de faire avec le reste quelque chose qui a du sens. Donc, c'était pas vraiment bien pris par l'audience, mais c'était quand même, voilà notre problème où on doit lutter. Et si on veut avoir du poids avec ce que j'ai dit, avec les gens qui représentent Terre de Liens vont dire, on a besoin d'être de plus en plus important. Et c'est pour ça aussi qu'on anime actuellement un groupe international européen pour montrer que dans des autres pays européens, on a des exemples des fermes qui vont dans un autre sens, comme Terre de Liens. Et c'est qu'avec ces exemples que le débat peut avoir du sens. Il faut montrer comment on peut faire autrement. Et ça, et même actuellement, et c'est ça l'important de faire des initiatives comme ça. J'ai été approché par par quelqu'un de CD, c'est le Comité catholique contre le faim dans le monde, qui disait, mais votre idée est très intéressante, il faut l'exporter vers des autres pays et vers des autres continents. Et c'est bon. Je crois que c'est un peu trop grand pour nous pour le moment, mais avec des partenaires comme ça, ça montre que en faisant, et pourquoi il dit ça, le CD? Ils disent ça parce qu'on montre des fermes, on montre comment ça peut vraiment y aller, on montre qu'on sait réunir dans 3 années 25 millions d'euros pour investir dans une autre agriculture. Et je crois que voilà tout le sens de cette réunion ici dans la Marjolaine, parce que je crois là on trouve des gens, des complices, et on en a besoin. Bon, voilà, c'est pour le moment.